Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur le chapitre de la mobilité sociale. Bon, on va pas passer par 4 chemins, on va directement attaquer par une question simple. Pourquoi on étudie la mobilité sociale au lycée? Eh bien, il faut savoir que dans notre société, le droit ne prévoit pas de hiérarchie basée sur la naissance, comme au Moyen-Âge avec les nobles et le tiers-état, ou sur la classe sociale. Ainsi, les emplois et les positions sociales sont théoriquement accessibles à tous, basés sur les compétences et le mérite individuel. La mobilité sociale est souvent perçue comme l'outil de mesure du fonctionnement de notre système méritocratique. En théorie, ça veut dire que quel que soit son point de départ, chaque individu devrait avoir la possibilité de s'élever s'il travaille dur. Mais la réalité n'est pas si simple et malgré l'attrait de l'ascenseur social permettant à chacun de progresser, de nombreux débats soulignent son ralentissement, voire son blocage. Donc dans ces vidéos, nous allons étudier la mobilité sociale, comment ça marche, comment on peut la calculer et l'observer. Mais avant de commencer notre véritable analyse, il va falloir faire un petit point vocabulaire sur les différentes formes de la mobilité sociale. Donc tout d'abord, le terme important c'est mobilité sociale. Eh bien ce terme fait référence au phénomène de déplacement des individus dans l'espace social. En gros, on étudie le passage des individus d'une position sociale à une autre. On appréhende les positions sociales grâce aux statuts socio-professionnels qui sont regroupés en France dans la grille des PCS. Pour rappel, cette grille classe la population en 6 groupes distincts. Les agriculteurs exploitants, les artisans commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures, CPIS, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. Il existe plusieurs formes de mobilité et pour ne pas les confondre, je vais te donner toutes leurs définitions. Donc tout d'abord, il y a la mobilité sociale intergénérationnelle. C'est la plus importante pour le bac car c'est celle qui est mesurée par l'INSEE. Elle correspond au changement d'une position sociale d'une génération à l'autre, donc d'un père à son fils par exemple. Cette mobilité sociale peut être verticale, ça veut dire que le changement de position sociale implique une progression ou une régression dans la hiérarchie sociale. Si c'est une progression, on parlera alors de mobilité sociale intergénérationnelle ascendante. C'est lorsque la position sociale atteinte par le fils ou la fille est supérieure à la position sociale d'origine par rapport au père. On parle alors de promotion sociale ou d'ascension sociale. C'est par exemple un fils d'ouvrier qui devient cadre. Par contre, si c'est une régression dans la hiérarchie sociale, on parlera de mobilité sociale intergénérationnelle descendante. C'est lorsque la position sociale atteinte est inférieure à la position sociale d'origine par rapport au père ou à la mère. On parle alors dans ce cas de déclassement intergénérationnel. C'est par exemple un fils d'avocat qui devient ouvrier. Mais la mobilité sociale intergénérationnelle, au lieu d'être verticale, elle peut être horizontale. Elle correspond au changement de PCS d'un fils ou d'une fille par rapport au père ou à la mère sans qu'il y ait de conséquences sur la position dans la hiérarchie sociale. Donc c'est par exemple un fils d'ouvrier qui devient employé. Attention, il ne faut pas confondre la mobilité sociale intergénérationnelle avec la mobilité professionnelle et la mobilité géographique. La mobilité professionnelle, aussi appelée mobilité sociale intragénérationnelle, correspond au changement de profession, d'entreprise ou du niveau de qualification au cours de la carrière d'un individu. Donc la mobilité professionnelle, c'est vraiment la mobilité qui s'effectue au cours de la carrière d'une seule et même personne. Là aussi, elle peut être verticale, donc ça veut dire que le changement de profession amène à une progression ou à une régression dans la hiérarchie sociale. Si c'est une progression, on parlera alors de mobilité sociale professionnelle ascendante. C'est par exemple un employé qui devient directeur d'un magasin. Et si c'est une régression, on parlera de mobilité sociale professionnelle descendante ou alors de déclassement intragénérationnel. Donc c'est par exemple un ingénieur qui se retrouve caissier. Comme la mobilité intergénérationnelle, la mobilité sociale professionnelle peut aussi être horizontale. Ça veut dire que le changement de profession n'a pas de conséquences sur la position dans la hiérarchie sociale car il s'agit tout simplement d'un changement de métier sans changement de PCS. C'est par exemple un caissier qui devient ouvrier. Et ensuite, la mobilité géographique correspond à un changement de lieu de travail. En fait, tout simplement, on ne change pas de travail, on change juste de lieu. Donc c'est par exemple un prof qui vient de Bordeaux et qui est muté à Avignon. Il ne change pas de profession ni de statut social, il change juste de lieu de travail. Mais la mobilité géographique peut se combiner à une mobilité professionnelle ascendante. C'est par exemple un employé de banque en région parisienne qui devient chef d'agence bancaire en Bretagne. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a 3 formes de mobilité qu'il ne faut pas que tu confondes. La mobilité intergénérationnelle, la mobilité professionnelle ou intragénérationnelle
et la mobilité géographique. La mobilité sociale intergénérationnelle est celle qui est le plus étudiée et analysée. Mais alors, comment cette mobilité est-elle analysée? Quels outils permettent d'étudier les trajectoires sociales des individus? Eh bien ça, tu auras la réponse dans la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te laisse passer à la vidéo suivante pour découvrir comment on mesure la mobilité sociale. À tout de suite!